Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans Bako, la tribune des Maliens de l'extérieur. Aujourd'hui, nous recevons un champion d'industrie, monsieur Bali Mossadegh. Merci, merci de nous avoir reçus ici dans votre hôtel à Paris. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais que notre invité se présente au public. Merci, mon nom est Mossadegh Bali et je suis le président du groupe Azalai Hotels, qui est un groupe hôtelier panafricain qui est présent aujourd'hui dans 6 pays ouest-africains. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours universitaire et scolaire? Alors, je suis un Malien, je suis né à Niamey, puisque mes parents étaient installés au Niger. Donc je suis né à Niamey et ensuite à l'âge de 10 ans mes parents ont déménagé à Bamako, sont retournés au Mali. Donc j'ai passé mes premières années d'école à Niamey et ensuite j'ai continué mon cursus scolaire à Bamako. Et après je suis venu en France à Marseille où j'ai passé mon bac. Et après je suis allé faire une école de commerce aux États-Unis, plus précisément à San Francisco, en Californie. Et après l'école de commerce, je suis rentré au Mali où j'ai commencé à travailler dans l'entreprise familiale avec mon père. Voilà mon cursus académique, je dirais. D'accord. Alors, monsieur, vous êtes un champion d'industrie malien et vous n'avez pas choisi le secteur le plus simple, puisque vous êtes dans un secteur qui, pendant longtemps, a été la chasse gardée des grosses chaînes internationales. Il s'agit de l'hôtellerie. Et est-ce que vous pouvez nous parler de cette aventure? Qu'est-ce qui vous a décidé à vous installer, à créer le groupe Azalai Hotels? Merci, c'est une question pertinente. Effectivement, quand je vous ai dit après mes études universitaires, et je suis rentré au Mali et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le négoce international avec mon père et mes frères. Nous étions l'un des plus gros importateurs de denrées alimentaires que nous distribuions en gros, aussi bien au Mali d'ailleurs que dans la sous-région ouest africaine. Je suis issu d'une famille de commerçants, donc le commerce est vraiment l'activité ancestrale dans ma famille, de père en fils, je dirais. Donc j'ai exercé ce métier de commerçant pendant une dizaine d'années. Et à un moment donné, j'ai voulu m'impliquer dans une activité industrielle qui crée plus de valeur ajoutée, plus d'emplois et apporte beaucoup plus sur le plan économique aux différentes communautés. Et donc j'étais en train de réfléchir à quel genre d'industrie dans quel secteur industriel je pourrais m'engager. Et d'ailleurs, l'une de mes toutes premières idées, c'était de construire une usine de compote de mangue dans la région de Sikasso. J'avais d'ailleurs réalisé l'étude de faisabilité et j'avais commencé à chercher des financements. Et puis, je recevais, dans le cadre de mes activités de négociant, je recevais beaucoup de fournisseurs qui venaient nous rendre visite à Bamako. Et ils se plaignaient régulièrement de la qualité des hôtels à Bamako. Donc c'était dans les années début 90, fin 80, début 90. Il n'y avait que 2 hôtels à Bamako, le Grand Hôtel de Bamako et l'Hôtel de l'Amitié, qui étaient gérés par l'État malien, donc qui étaient très très mal gérés. Oui. Et donc un de ces fournisseurs m'a dit, mais tiens Mossadegh, comme tu cherches une activité industrielle à pratiquer, pourquoi est-ce que tu ne te lancerais pas dans l'industrie du tourisme, l'industrie hôtelière plus précisément? C'est l'une des plus grandes industries mondiales qui attire beaucoup de devises, qui fait rentrer des devises dans le pays et surtout qui crée beaucoup d'emplois. Et c'est comme ça que j'ai créé ma propre société, la Société malienne de promotion hôtelière, et en fin 93. Et ensuite, en 1994, l'État du Mali a lancé un appel d'offres pour privatiser le Grand Hôtel de Bamako. Nous avons soumissionné, nous avons eu la chance de gagner cet appel d'offres. Donc nous avons racheté le Grand Hôtel de Bamako avec l'État du Mali, grâce d'ailleurs à un prêt que la Banque of Africa Mali, qui était dirigée à cette époque par Feu Bouré Massila, envers qui je suis très reconnaissant,
Grâce à un prêt que cette banque nous a fait, nous avons pu acheter le Grand Hôtel de Bamako. Et avec un prêt que la Société financière internationale, la filiale de la Banque mondiale, nous a octroyé, on a pu rénover l'hôtel. On l'a réouvert en février 1995. Et ma foi, comme c'était le meilleur hôtel de la place, ça a très bien marché. Et ensuite, l'État nous a vendu le terrain où on a construit l'hôtel Salam. Voilà comment je me suis lancé dans l'industrie hôtelière. J'avoue qu'au tout début, quand je faisais les travaux de rénovation, j'avais invité un banquier de la place de Bamako, un banquier français, pour venir visiter les travaux et nous faire un prêt relais le temps que nous recevions le décaissement de la SFI. Et il a eu une remarque en disant « Ah, c'est bien, Monsieur Bali, vous avez acheté un hôtel, vous êtes en train de le rénover, mais vous savez, l'industrie hôtelière, c'est compliqué. En général, vous les Maliens, vous êtes des bons commerçants, donc il faut rénover l'hôtel et le confier à une chaîne internationale. » Je lui ai dit non, je pense que ce que la chaîne internationale peut faire, nous aussi, en tant qu'Africains, on peut le faire. On peut faire preuve de rigueur, de professionnalisme. Et effectivement, j'ai juste recruté un directeur d'hôtel, un très bon professionnel, qui a fait un excellent travail. Et voilà comment l'aventure du groupe Azalaï est née en 1994 au Mali. Et aujourd'hui, le groupe est présent dans plusieurs pays africains. Quel est l'objectif visé? Oui, effectivement, à partir de 2004, nous avons pensé qu'on pouvait sortir des frontières du Mali. Donc, nous avons assisté à un appel d'offres au Burkina Faso qu'on a gagné. Ensuite, 2007 en Guinée-Bissau, 2008 au Bénin. Et dans toutes ces opérations, nous avons gagné des appels d'offres et nous avons rénové les hôtels. Ou alors on a construit des nouveaux hôtels, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, qui est notre dernière ouverture au mois de mars 2017. Nous avons lancé Azalaï Hôtel Abidjan, sous la présidence d'ailleurs du président Alassane Ouattara, qui nous a fait l'honneur et le privilège d'être venu en personne pour inaugurer l'hôtel. Nous avons aussi repris un hôtel à Nouakchott, l'hôtel Marhaba, que nous avons complètement rénové. Donc notre objectif, lorsqu'on est sorti des frontières du Mali en 2004, on s'est dit, nous avons fait la preuve avec le Grand Hôtel et l'Hôtel Salam que les Africains aussi pouvaient investir dans l'industrie hôtelière, pouvaient réussir dans l'industrie hôtelière, pouvaient gérer des hôtels avec une hospitalité africaine, mais avec les standards internationaux. On s'est dit, mais pourquoi ne pas créer une mini-chaîne hôtelière, une chaîne panafricaine de gestion hôtelière. Donc nous avions fait appel à un cabinet de communication et de marketing, notamment DFA, qui nous a aidé à choisir le nom de la chaîne, qui est Azalaï. Donc Azalaï voulant dire la caravane de sel, en langue touareg. Et moi-même étant issu de Tombouctou, un originaire de Tombouctou, plus précisément du village d'Arawan, qui est à 250 km au nord de Tombouctou. Je connais l'Azalaï parce que quand j'étais enfant, nous passions nos 3 mois de vacances à Tombouctou. Et chaque fois que l'Azalaï revenait de Taoudeni, des mines de sel de Taoudeni, puisque l'Azalaï c'est des centaines et des centaines de dromadaires. Et donc quand l'Azalaï arrivait à Tombouctou, c'était une grande fête. Donc lorsque l'agence nous a proposé ce nom, enfin nous a proposé plusieurs noms, on a choisi Azalaï parce que on s'est dit la caravane, c'est majestueux, c'est le voyage, c'est l'aventure, c'est l'endurance aussi. Donc nous avons choisi Azalaï. Et ensuite, nous avons pris comme logo 2 dunes renversées. Oui. Donc ça, c'était en 2005, lorsqu'on avait déjà 3 hôtels, le Grand Hôtel, l'Hôtel Salam à Bamako et l'Hôtel Indépendance à Ouagadougou. Et donc l'objectif et l'ambition, c'était d'être présent dans les 8 pays de l'UEMOA. Aujourd'hui, je dirais, c'est un objectif quasiment atteint, puisque nous sommes présents dans 7 pays de l'UEMOA. Il ne nous reste plus que le Togo, où nous n'avons ni d'hôtel ouvert, ni de projet.
Mais j'espère que dans les semaines à venir, nous allons pouvoir annoncer que nous allons nous installer au Togo pour compléter la zone UEMOA. Et à partir de là, nous avons décidé de nous étendre dans la zone CEDEAO. Donc nous avons commencé des prospections au Ghana et au Nigeria. Et bientôt, nous allons aussi regarder en Sierra Leone et au Libéria. Donc voilà, notre objectif, notre stratégie de développement, c'est d'abord l'Afrique de l'Ouest. On a commencé par l'UEMOA, maintenant on s'étend à la CEDEAO. Nous avons commencé notre projet d'hôtel à Conakry, qui est aussi membre de la CEDEAO. Nous avons déjà un hôtel en Mauritanie, qui est un ancien pays de la CEDEAO, qui vient d'ailleurs de signer un accord de partenariat avec la CEDEAO. Et on s'est dit, on va se consolider en Afrique de l'Ouest avant de regarder les autres zones de l'Afrique. Et nous avons d'ailleurs commencé aussi des prospections en Afrique centrale, notamment au Cameroun et en RDC. Voilà un peu la stratégie de développement du groupe Azalaï. Développement et concentration et consolidation en Afrique de l'Ouest et prospection en Afrique centrale et peut-être demain aussi, pourquoi pas, en Afrique de l'Est. Des pays comme le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya sont des pays très dynamiques. Peut-être qu'un jour, on pourra aussi aller regarder les opportunités là. Alors là, c'est à partir du Mali à l'UEMOA, à la CEDEAO et maintenant une visée, on va dire, africaine. C'est une grosse machine qui demande du personnel. Cela m'amène à la question suivante. Dans le secteur du tourisme au Mali et en Afrique en général, la formation est un véritable enjeu. Et quelle est votre stratégie à la matière? Comment avoir les personnes formées justement pour vous accompagner dans votre développement? Excellente question. Ça fait maintenant 25 ans que le groupe Azalaï Hotels existe. Je dois dire que j'ai constaté des améliorations dans plusieurs domaines qui touchent à cette industrie. L'accès au financement a été considérablement amélioré. Je me rappelle que le premier prêt que nous avons pris, notamment auprès d'un de nos bailleurs de fonds, la BOAD, était à 12,50%. Aujourd'hui, nous pouvons avoir des prêts à 7,5%. Donc, au niveau financement des investissements à long terme, avec la confiance, la visibilité, le sérieux, ça s'est beaucoup amélioré. Nous arrivons aussi à avoir l'écoute des autorités, c'est ça qui nous amène d'ailleurs souvent à gagner des appels d'offres ou à avoir des terrains pour construire. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire à Dakar, à Conakry, à Niamey, et nous sommes en train de rénover notre hôtel à Ouagadougou et d'ailleurs d'accroître sa capacité. Malheureusement, c'est un hôtel qui a été saccagé pendant les événements d'octobre 2014 au Burkina. Donc dans les domaines de l'accès aux fonciers, du financement, dans le domaine même de la technicité des entreprises de construction, je dois dire qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Le domaine où vraiment je n'ai pas constaté beaucoup d'améliorations, c'est effectivement la formation. Ça, c'est une très grosse lacune. Et les États, en tout cas dans les pays où nous sommes présents, n'y accordent pas beaucoup d'importance. Vous savez, aujourd'hui, le tourisme, c'est la première industrie au monde, devant l'informatique. C'est l'industrie qui emploie le plus, qui apporte le plus de valeur ajoutée. Or, nos économies ont besoin de ça, nos pays ont besoin de ça. L'Afrique est un continent dont la démographie est très dynamique, avec, je crois, environ 15 millions de jeunes africains qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Il faut leur trouver du travail. Et justement, dans ce domaine-là, le tourisme apporte des solutions. Sauf qu'il faut maintenant former ces jeunes-là. Et la formation, c'est essentiellement de la formation technique et professionnelle dont on a besoin. Et nos États ont certes la volonté politique, mais on ne voit pas des actions. Et donc nous, ce qu'on a fait pour remédier à ce problème, c'est qu'au niveau du groupe Azalaï, et notamment à Bamako, nous avons créé une école hôtelière, l'école hôtelière Chaka Sidibé,
que nous avons adossé à une de nos unités hôtelières, l'hôtel Dunia, et où nous donnons une formation par alternance à des jeunes que nous recrutons suite à un concours, des jeunes qui ont le niveau DEF, le niveau de 9e année d'études secondaires. Nous faisons un concours et nous les recrutons, et pendant 1 an, nous leur donnons une formation aux techniques de base des métiers de l'hôtellerie, que ce soit en cuisine, que ce soit en salle. Et bientôt d'ailleurs, nous allons commencer aussi l'hébergement. À partir de la rentrée de septembre 2018, nous allons ouvrir la section hébergement à l'école hôtelière. C'est une réponse à un problème, Oui. mais nous le faisons avec nos propres moyens. Ce sont nos moyens financiers. Nous prélevons un certain pourcentage de nos chiffres d'affaires, nous l'investissons dans cette école-là. Les moyens financiers d'une entreprise privée sont quand même limités. Donc c'est pour cela que je profite de votre micro pour lancer un appel vibrant aux autorités de tous les pays africains pour qu'ils accordent une importance particulière à la formation de façon générale d'ailleurs, mais surtout à la formation dans les métiers de l'hôtellerie. Et on a besoin, comme je disais, d'une formation de base. On n'a pas besoin de grandes écoles pour former des bacs +5 et tout ça. Qui n'auront certainement même pas le métier. Exactement, et qui auront beaucoup de difficultés. J'ai l'habitude de dire que les universités en Afrique forment des chômeurs. Oui. Il y a ce paradoxe en Afrique où lorsque vous cherchez un bon plombier, un bon électricien, un bon carreleur, vous n'en trouvez pas. Par contre, dès que vous voulez quelqu'un qui a un bac +5 en droit ou en sociologie, et là vous en avez à l'appel. Sauf qu'ils sont tous au chômage parce que nous avons quand même des économies qui sont des économies basiques. Hein. Donc on a pour l'instant besoin de gens qualifiés dans des métiers, pas des gens avec des... Il en faut des bacs +5, il en faut. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les former, il en faut, mais pas autant qu'on en forme aujourd'hui. Donc voilà nous la réponse qu'on a apportée. Et cette école hôtelière qui est ouverte maintenant depuis 3 ans au Mali, nous sommes à notre 3e promotion. Nous sommes très satisfaits parce que les élèves des 2 premières promotions ont quasiment tous trouvé du travail. C'est la preuve que vraiment l'insertion est beaucoup plus facile lorsque vous êtes formé à un métier. Et maintenant, nous avons signé une convention il y a quelques semaines de cela au Burkina Faso, sous la présidence du chef de l'État du Burkina, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, et la présidence du prince Albert II de Monaco, puisque Monaco a offert un centre de formation à la Croix-Rouge du Burkina. Et dans ce centre de formation, nous allons créer une école hôtelière. Ce centre de formation est situé à Lumbila, à 25 km de Ouagadougou. Donc le groupe Azalai Hotels a été choisi pour créer cette école hôtelière à Lumbila. Avec votre expertise. Avec l'expertise, exactement. Et l'objectif, c'est justement, dans chaque pays où il y aura un hôtel Azalai, à côté de l'hôtel Azalai, créer un centre de formation au métier de l'hôtellerie et du tourisme. C'est notre nouvelle ambition, parce que nous sommes persuadés que nous ne pouvons pas nous développer s'il n'y a pas de ressources humaines qualifiées pour accompagner ce développement. Très bien. Là, vous venez de vous adresser aux autorités quant à la formation professionnelle. Je vous donne la possibilité de vous adresser directement à la jeunesse africaine, parce que cette jeunesse, elle est au centre du problème. Aujourd'hui, les économistes l'ont prouvé, l'expérience nous le démontre tous les jours. On a besoin de gens formés au métier. On a besoin d'électriciens, on a besoin de plombiers, on a besoin de maçons, des gens formés, des gens capables de travailler et de faire du bon travail. Vous vous êtes adressé aux autorités. Maintenant, je vous demande de vous adresser à la jeunesse africaine pour que cette jeunesse-là comprenne les enjeux de la question, au-delà même de votre secteur qui est l'hôtellerie. Ben, merci de cette occasion que vous me donnez de m'adresser à cette jeunesse africaine qui est entreprenante, qui est vigoureuse. Dans mon métier, je rencontre régulièrement cette jeunesse
Je discute avec cette jeunesse, je parle avec des start-upers, des jeunes entrepreneurs. Et sincèrement, ça me réconforte de voir cette jeunesse qui a envie d'entreprendre, qui a envie de s'en sortir, qui a envie de faire des choses dans leur pays. Donc c'est quand même réconfortant de voir qu'il y a cette envie-là. Il faut aller vers les métiers. L'Afrique est aujourd'hui le continent du devenir. C'est le seul continent qui reste à développer. C'est le seul continent dont l'économie n'a pas encore été développée. Et tout reste à faire. Donc c'est vraiment une opportunité gigantesque, fantastique pour cette jeunesse-là. Il faut être décomplexé, il faut avoir confiance en soi-même, il faut être résilient et être professionnel et aller vers les métiers. C'est bien d'étudier, c'est bien de faire des longues études, mais c'est encore mieux de faire une formation pour que lorsque vous avez terminé cette formation, vous puissiez trouver du travail rapidement. Nos économies créent beaucoup d'emplois et souvent ces emplois ne trouvent pas preneur simplement parce qu'il y a une inadéquation entre la formation et les besoins des entrepreneurs. Donc, c'est un appel que je lance aux autorités pour revoir tout le modèle de formation, tout le cursus de formation professionnelle et technique, de mettre les budgets sur cette formation professionnelle et technique, mais je lance aussi ce même appel aux jeunes pour qu'ils s'orientent vers les métiers, parce que c'est là qu'il y a l'avenir, c'est là que tout reste à faire. Quand je prends mon pays, le Mali, où il y a une industrie minière qui s'est considérablement développée ces dernières années, beaucoup d'emplois sont occupés par des Philippins, par des Thaïlandais, parce qu'on ne trouve pas des jeunes Maliens qualifiés dans ces métiers de l'industrie minière. Donc, ça me fait toujours mal de voir des jeunes qui quittent leur pays pour mourir dans le désert ou pour mourir dans la mer Méditerranée, alors qu'il y a des opportunités dans nos pays. Simplement, les jeunes ne sont pas formés. Donc, à la jeunesse de l'Afrique, ayez confiance en vous-même, orientez-vous vers les métiers qui sont en très forte demande sur notre continent, et puis soyez rigoureux, ayez confiance et ne perdez pas de vue que vous êtes jeune, vous avez l'avenir devant vous et surtout vous êtes issu d'un continent qui est en devenir, qui doit se développer, qui est en train de se développer et qui est d'ailleurs, je dirais, aujourd'hui l'enjeu économique majeur puisque tous les autres continents se sont développés, sont vieux, ont une démographie vieillissante et donc maintenant ces autres continents veulent maintenant s'intéresser à l'Afrique parce qu'ils ont compris que c'est ça le devenir économique du monde. Donc il faudrait que ce devenir du monde qu'est l'Afrique se fasse avec cette jeunesse africaine et ne se fasse pas sans cette jeunesse africaine. C'est un peu le message que j'envoie aujourd'hui à cette jeunesse africaine, qu'elle soit d'ailleurs la jeunesse qui est sur le continent, mais aussi la jeunesse africaine de la diaspora, parce que ça aussi c'est un appel que je lance à la diaspora. Votre vraie valeur ajoutée, elle se trouve sur le continent africain. Là où vous vous trouvez, accumulez de l'expérience et venez partager cette expérience avec les Africains qui sont restés sur le continent. Voilà le message que je peux lancer à cette jeunesse, qu'elle soit sur le continent ou qu'elle soit la jeunesse de la diaspora africaine. En tout cas, je pense que M. Bali a été très très clair, que ce soit la diaspora ou les jeunes restés en Afrique, vos pays, votre continent a besoin de vous et c'est à vous de faire l'Afrique de demain. Monsieur Bali, avant de se quitter, notre pays, le Mali, traverse une crise sécuritaire, une crise sociale, une crise économique. Quel message avez-vous à lancer à vos compatriotes? Merci pour cette question. Effectivement, le pays traverse une crise très aiguë, dont les origines remontent à longtemps, il faut le reconnaître, puisque nous n'avons pas traité les problèmes au moment où il fallait le traiter. Mais j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a que les grandes nations qui vivent des grandes crises. Et moi, je suis absolument confiant que le Mali, en tant que nation,
une et indivisible, pourra trouver les ressorts nécessaires pour surmonter cette grande crise. Cela passe par une prise de conscience à tous les niveaux, que ce soit au niveau gouvernance, au niveau politique, au niveau de la société civile. Je pense qu'aujourd'hui, la politique notamment doit être faite autrement. On doit faire passer les intérêts du pays avant des intérêts personnels. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix que, reconstruire une armée que malheureusement on a délaissée pendant des décennies maintenant. On l'a complètement délaissée parce qu'on pensait qu'on n'en avait plus besoin, qu'il y avait la paix, qu'il y avait la démocratie, qu'il y avait la tranquillité. Donc on n'avait plus besoin d'armée. Ce fut une très très grosse erreur. Il n'y a pas de souveraineté sans force armée. Donc il faut reconstruire cette armée-là, lui donner les moyens vraiment de défendre le territoire, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Pour moi, c'est le premier pas pour rebâtir un pays. Le deuxième pas, c'est que, en tant que société civile, en tant qu'acteurs, nous ne devons plus laisser les affaires publiques, les affaires de l'État entre les mains, je dirais, d'une classe de politiciens qui sont des professionnels. Je pense que tous les Maliens maintenant doivent s'impliquer pour trouver des solutions pour sortir de cette crise-là. Et cela passe par un dialogue national inclusif pour trouver des solutions à cette crise très grave et qu'on ne laisse plus, je dirais, la gestion de la cité entre les mains uniquement des politiciens professionnels qui, somme toute, ont montré leurs limites depuis, je dirais, 25 ans que nous avons la démocratie dans notre pays. Et finalement, je pense qu'il faut une réconciliation nationale. Pour moi, il n'y a pas de Maliens du Nord, de Maliens du Sud, de Maliens de l'Ouest. Nous sommes tous des Maliens, c'est tout. Et nous avons connu ça avec nos grands-parents, nos parents. Et je ne vois pas ce qui nous empêcherait de retrouver cette harmonie-là, cette entente qu'il y avait. Nous sommes quand même un grand peuple, pétri de culture. Il n'y a jamais eu cette différence-là. Malheureusement, ces dernières années, nous avons vu que ce ciment-là qu'il y avait au Mali s'est un peu effrité. Donc, il faut cette réconciliation nationale, il faut ce dialogue national. Et pour cela, je pense qu'on ne pourrait pas faire l'économie de s'asseoir et de se dire les vérités et de se dire ce qui s'est passé et de demander pardon s'il le faut. Et comme cela s'est passé en Afrique du Sud. Vous savez, on a l'habitude de dire les Blancs d'Afrique du Sud, ils ont massacré des millions et des millions d'Africains noirs, juste parce qu'ils avaient la mauvaise couleur de peau. Nelson Mandela, en Afrique du Sud, a compris qu'il fallait réconcilier son peuple, malgré qu'une petite minorité de Blancs avait massacré pendant des siècles des millions et des millions de Sud-Africains qui avaient le malheur d'avoir la mauvaise couleur de peau. Donc je pense qu'au Mali, il faudrait qu'il y ait un véritable catharsis, que nous nous asseyions autour d'une table, Maliens du Nord, du Sud, de l'Ouest, du Centre, de l'Est, que nous mettions tout sur la table et que nous nous regardions les yeux dans les yeux et que nous parlions de nos souffrances, de nos blessures enfouies en nous-mêmes, que nous nous pardonnions et que nous regardions, je dirais, l'avenir avec sérénité. Sans cela, effectivement, le tissu social continuera à s'effriter. Je peux prendre aussi l'exemple d'un pays comme le Rwanda, qui a quand même connu le seul génocide, l'un des génocides les plus cruels du XXIe siècle, où il y a eu en 3 mois 800 000 morts. Je ne sais pas si vous imaginez, en 3 mois 800 000 morts. C'est énorme. Hitler, il a mis presque 4-5 ans pour massacrer 5-6 millions de Juifs. Et là, en 3 mois, on a massacré 800 000 Rwandais. Et aujourd'hui, c'est un pays qui est debout, grâce à un leadership
un leadership que tout le monde envie d'ailleurs aujourd'hui, le leadership du président Kagame. Et ils se sont réconciliés, ils vont de l'avant. Dieu merci, le Mali n'est pas le Rwanda et nous ne connaîtrons jamais de génocide au Mali, si Dieu le veut, parce que nous sommes quand même une nation assez bien formée. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour répondre à votre question, les problèmes auxquels nous faisons face sont surmontables. Il nous faut du dialogue, il nous faut de la réconciliation, il nous faut beaucoup de maturité et puis il faut que tous les Maliens s'impliquent. Régler les problèmes, ce n'est pas uniquement le problème du Mali aujourd'hui, ce n'est pas uniquement de la responsabilité de la classe politique, c'est la responsabilité de nous tous, chefs d'entreprise, artistes, journalistes, politiciens. Nous tous, nous devons nous y mettre pour trouver des solutions aux problèmes. Mais moi, je suis confiant. Je pense que nous allons surmonter ces difficultés.